La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, parlons vrai, parlons femmes ensemble. Bienvenue dans l'émission qui allie les femmes, les hommes dans le combat pour le droit des femmes et puis bien sûr toutes les femmes, vous le savez, sans différenciation de culture, de religion ou d'engagement politique. Avec Olivia Catan, rien n'est tiède, tout est vécu, traversé, assumé. Journaliste, essayiste, engagée dès les années 2000 contre les violences faites aux femmes, elle est fondatrice de l'association Parole de Femmes, pour celles qu'on réduit au silence. Quand son fils est diagnostiqué autiste, elle a créé SOS Autisme France et se bat pour une société inclusive. Aujourd'hui, Olivia, vous nous venez avec votre dernier livre, Le sens de nos vies. C'est sorti chez Les Impliqués Éditeurs. C'est une lettre à vos filles, traversée de racines, de douleurs, de lutte et de liberté. On va en parler évidemment. Bienvenue sur Sud Radio, Olivia. Merci, Catan. Judith. Avec plaisir. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Alors, parlons vrai, parlons femmes sur Sud Radio. Du coup, il y a les questions qui vont avec, Olivia Catan. C'est parti. Quel mot ou quelle image vous vient spontanément quand on vous parle de féminisme ? Violence. Ouais. Pourquoi ? Parce que je crois que la vie d'une femme est quand même traversée par la violence. La mienne, en tout cas, elle a été. Ouais. Elle a été d'abord par les hommes, et puis après par mon fils, autiste. Et donc, la violence, ça fait partie, oui, de moi. Et c'est pour ça aussi que je me suis autant engagée pour le droit des femmes. D'accord. Donc, en fait, finalement, pour vous, le féminisme, c'est quoi ? C'est se battre contre cette violence, en fait. C'est un combat universaliste, humaniste, pour une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité entre les hommes et les femmes pour vous ? Pour moi, c'est une égalité en droit. Et voilà, ça s'arrête là parce qu'on est quand même très différents les uns des autres. Et puis donc, on a à s'apporter aussi les uns aux autres. Donc moi, j'exclus pas du tout, dans le mouvement Parole de Femmes, je n'excluais pas du tout les hommes. Les hommes faisaient vraiment partie intégrante de mon association. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi la précarité des foyers monoparentaux. C'était le sujet aussi que je traitais. C'est un sujet toujours très actuel, ça. Voilà, parce que je l'ai été et donc je l'ai vécu et j'avais envie d'aider les femmes qui se retrouvaient un jour dans ma situation. Ouais. Et vous le racontez d'ailleurs très bien dans votre bouquin. Si vous pouviez supprimer un seul stéréotype sur les femmes comme ça, d'un claquement de doigts, ça serait lequel ? Mégère. Vous vous sentez concernée ? Ouais, je sais pas pourquoi. Les femmes de 50 ans, on a l'impression, non seulement on est invisible quand même, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment aujourd'hui se faire entendre quand on a 50 ans pour s'imposer. Mais en plus, ce côté mégère que j'entends encore dans les médias, ah bah ça va intéresser les mégères. Ah bah non, on n'est pas des mégères parce qu'on a 50 ans ou qu'on est mère au foyer. Donc c'est à le fait moi de passer un cap d'âge en fait qui nous met cette étiquette-là, c'est ça que vous dites ? C'est ça. Et dans la bouche de certains journalistes, je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça sur France Télévisions, et donc j'ai trouvé ça un petit peu fort de casser. Coucou. Hein. Et puis alors, qu'est-ce qui fait que quelle mesure, selon vous, concrète autour du droit des femmes a vraiment changé la donne depuis le temps que ça existe maintenant quand même ? La loi sur l'avortement, indéniablement, en 75, bien sûr, elle a changé la donne. Et le fait que ça soit inscrit dans la Constitution, vous pensez que ça change quelque chose ? Non, ça je ne le pense pas. D'accord. Maintenant, pourquoi cette loi, parce que je pense qu'elle était déjà bien ancrée, même si demain on a un gouvernement d'extrême droite, je ne pense pas qu'ils reviendront là-dessus. Et puis il y aura les femmes de toute façon pour faire entendre leur voix et pas revenir en arrière. Maintenant, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, maintenant c'est vrai que évidemment l'actualité nous fait peur et donc autant le mettre dans la Constitution. Mais bon, voilà, moi je trouvais pas que sécurité, ça soit pas nécessaire. nécessaire. C'est une sécurité. Ouais. Ça rassure quoi. Ça rassure, ça rassure. Mais il y a tellement de choses qui vont pas sur le droit des femmes. Alors allez-y, dites-nous, qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui vous agace justement ? Je trouve qu'on ne fait pas assez d'éducation à l'égalité dans les écoles. C'est pour ça qu'on en faisait beaucoup. Moi, j'intervenais dans les écoles, dans les collèges difficiles où il y avait eu déjà beaucoup de viols, alors qu'ils avaient que 13 ans. J'intervenais dans les centres de détention fermés où là encore, on était face à des enfants de 13 ans qui avaient déjà violé. Donc cette éducation à l'égalité, moi, ce qui me choquait aussi, c'est que les filles ne prenaient pas beaucoup la parole. Elles laissaient la parole aux garçons pour parler d'elles. Elles manquaient d'ambition professionnelle, d'ambition tout court, même quand on a 13 ans, on a de l'ambition. Moi, j'en avais de l'ambition. Je voulais être chanteuse, journaliste. C'est une histoire d'éducation, vous pensez vraiment ? Je pense que c'est une histoire d'éducation et puis une histoire de confiance en soi. Je trouve que les filles n'ont pas assez confiance en elles. Même aujourd'hui, elles sont encore dans des choses très
dans l'apparence. Alors évidemment, avec les réseaux sociaux, ça n'arrange rien, mais elles sont dans une apparence d'elles-mêmes. Et je trouve qu'elles manquent de fond, qu'elles manquent de courage. On devrait déjà leur apprendre à être ambitieuses à 13 ans. Et moi, franchement, si je retournais à l'école aujourd'hui pour refaire des cours d'égalité, je leur apprendrais à être ambitieuses. C'est vrai que c'est un vrai sujet, surtout dans les filières d'ailleurs techniques, on en entend beaucoup parler, les ingénieurs, la science en général, etc. Il y a des endroits où elles se sentent pas capables en fait. Elles se sentent pas capables et je trouve que ça, il faudrait y remédier. Et puis évidemment, les violences faites aux femmes, c'est un vrai problème. On n'a pas réussi encore à éradiquer ce mal. C'est une violence endémique. Oui, oui. Et qui est très difficile à combattre, parce que les femmes elles-mêmes sont parfois responsables. Elles ne partent pas. Et je le dis parce que moi non plus, je suis pas partie ou je suis revenue. Donc on voit bien que c'est quand même compliqué. Quand on est amoureuse, parfois on est stupide et donc on accepte une première baffe. Voilà, on accepte une première baffe. On accepte le harcèlement moral. On s'en rend pas compte tout de suite. Et puis après, c'est trop tard. Donc voilà, moi je dis aux femmes, à la première gifle, il faut partir, vraiment claquer la porte. Pour en venir au mouvement féministe contemporain, qu'est-ce qui vous agace dans le féminisme tel qu'il est porté aujourd'hui? J'aime bien ce mot-là, agacer, moi. Je trouve que ça manque de fond, que la pensée n'est parfois pas structurée. C'est pas qu'un slogan, le féminisme. D'abord, il y a une culture féministe parfois qui manque dans ces jeunes mouvements. Il y a aussi Nous, on était tout le temps dans la réflexion. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on peut apporter? On était une espèce de plateforme comme ça, sociale, politique. On proposait des choses aux élus. On voulait que ça avance. Donc, on avait des... Voilà, donc ça manque d'actions concrètes, c'est ça que d'actions concrètes. Et puis, elles sont souvent dans le slogan. Et je trouve que... Et elles sont un peu clivées aussi, non? Elles sont clivées. Et c'est vrai que la pétition que j'ai faite par rapport aux femmes israéliennes, peut-être qu'on en parlera après. Mais c'est le moment. Voilà, moi quand j'étais en Israël à cette époque-là, quand c'est arrivé et que j'ai vu des photos, en Israël au moment du 7 octobre. Voilà, pendant 3 ans en Israël. Vous le racontez dans votre livre aussi. Et quand j'étais là-bas et que j'ai vu évidemment les photos, parce que j'étais amie avec des sauveteurs qui m'ont montré des photos, tout de suite, je n'ai pas vu qu'un pogrom. J'ai vu aussi des viols et des femmes. Des exactions terribles, vraiment terribles. Voilà, je pense que je pourrais jamais oublier ces photos. Et à ce moment-là, j'ai appelé mes amies féministes avec qui j'avais beaucoup marché sur les rues dans les rues de Paris pour défendre le droit des femmes. Et je me suis aperçue finalement que les victimes israéliennes n'étaient pas considérées comme des femmes ou comme des victimes parce qu'elles étaient nées du mauvais côté de la frontière. Remis en question leurs paroles. Hein. Oui, enfin remis en question leurs paroles, elles étaient mortes, donc c'était de toute façon. Oui, mais de celles qui sont restées. Mais de celles qui sont restées, on remet en question et surtout on ne les considère pas comme de véritables victimes parce qu'elles sont israéliennes, comme si finalement elles n'étaient même plus des femmes. On leur enlève. Et donc pour ces femmes qui sont mortes, c'est vrai que pour moi ça a été un choc terrible. Rupture, quoi, oui, aussi, hein. Une vraie rupture avec le milieu féministe. Ouais. Alors on parle de vous, on parle vrai et de femmes sur Sud Radio. Simone de Beauvoir nous disait on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que vous savez quand vous êtes devenue une femme, vous? Je suis devenue assez rapidement une femme. Ouais. J'étais toujours un petit peu énervée quand même sur le droit des femmes. Déjà, je me rappelle avec mon papa à la synagogue, je voulais être avec les hommes en bas. Avec lui, je voulais pas être dans la cage à poules là-haut et donc je me battais. Donc il y avait un monsieur qui me courait derrière à chaque fois pour me remettre à ma place. Oui, parce que ça, femme. à partir de 10 ans, quand vous commencez à avoir des seins, on vous met en haut. Hein. C'est ça. Voilà. Et ça m'était insupportable parce que je venais avec mon père et j'étais séparée de lui pour prier et je trouvais que c'était complètement ridicule. Et je le trouve toujours d'ailleurs, c'est totalement ridicule. Alors votre livre, je le rappelle, Le sens de nos vies, c'est sorti aux éditeurs Les Impliqués. C'est un récit intime, vraiment de votre vie. Vous racontez tout pour vos filles. Vous nous ouvrez une fenêtre sur votre parcours de femme, de mère, de journaliste, de militante, et puis vous nous dites tout. Vous nous racontez votre intimité. Ce que j'aimerais savoir, c'est que finalement, au-delà de cette histoire que vous nous racontez aussi la transmission et la lutte universelle en fait que vous menez depuis toujours, quoi. Oui, je dis bon, évidemment, j'ai pris le ton du roman pour avoir une espèce de distance avec ma propre histoire, mais j'avais envie, je crois qu'arrivé à 57 ans, j'avais peut-être besoin aussi de transmettre un peu cette histoire à mes filles. Cette histoire familiale, l'exil de ma famille, d'Italie, d'Espagne, qui arrive en Algérie et qui après arrive en France. J'avais besoin de leur parler d'identité juive aussi, qui est parfois difficile à porter, mais qui fait vraiment partie évidemment de mon histoire et de notre histoire familiale. Et puis j'avais envie de leur raconter
qu'au-delà de la maman un petit peu chiante, un petit peu en fusion avec elle, un petit peu casse-pied, il y avait une femme. La mère juive, quoi, pardon. La mère juive. Il y avait une femme derrière, une jeune fille, une enfant, qui a souffert, qui avait des rêves aussi, parce que je suis une grande idéaliste et je le suis toujours, malgré tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Mais j'avais envie de leur dire, voilà, il y avait une femme derrière. Il n'y avait pas que leur maman. Et alors, vous êtes une femme traversée par les femmes de votre vie, dont votre grand-mère et votre mère notamment. Et il y a un truc qui m'a marqué vraiment sur votre grand-mère, c'est que c'était une femme très libre et que ce que vous dites, c'est que finalement, son premier mariage était un mariage forcé. Et vous le dites, à cette époque-là, le consentement d'une femme n'avait guère d'importance. Donc c'est une femme qui allait complètement laisser tomber sa liberté en fait, pour devenir mère, malgré elle quelque part. Et c'est quand même, ça raconte quelque chose de très important de la transmission justement entre femmes et de notre société telle qu'elle a évolué. Disons que ma grand-mère, elle respectait énormément ses parents, donc elle n'avait pas eu le choix. Elle s'est mariée, c'était un mariage forcé. Et puis après, elle a rencontré mon grand-père, elle est tombée amoureuse. Et là, à ce moment-là, elle a eu le courage d'affronter cet homme qu'elle n'aimait pas, qui la battait. D'après ce que j'ai compris, il l'a aussi violée. Et donc, elle a décidé de le quitter. Elle a eu une arme sur la tempe. Finalement, un mariage forcé, quand la nuit de noces, c'est un viol par définition, quoi. Tout à fait. On peut le dire quand même. On peut le dire. Ouais. Et donc, elle est partie, elle a eu ce courage-là, malgré l'arme comme ça sur la tempe. Et donc, je trouvais que c'était important de dire que même à cette époque-là, quand on est libre, on pouvait, quand on est une femme, on casse les barrières, on s'en fout. On y va, et même quand on est amoureuse et qu'on a envie, de rester avec l'homme qu'on aime, peu importe l'époque. Il y a toujours eu des femmes combattantes et résistantes. Et alors, il y a eu votre mère aussi qui n'a pas voulu céder à la tradition archaïque chez les Juifs, qui fait que elle était vierge pour sa nuit de noces. Et puis quand on a, pour montrer que ça s'est bien passé la nuit de noces, on montre le drap ensanglanté à la belle-mère. Et elle a refusé complètement de céder à cette coutume. Donc même si elle a, on va dire, cédé à certaines instances de la bienséance, en fait, elle a quand même mis son veto sur certaines choses. Vous êtes quand même issu d'une lignée de guerrières. Quoi. Oui, quand même. Oui, c'est quand même des résistances. Et puis j'ai été quand même élevée par des femmes. C'était quand même très matriarcal. Dans ma famille, c'était les femmes qui dirigeaient tout. Même si ça se voyait pas toujours, parce que les hommes avaient des caractères forts aussi. Donc c'était un espèce d'équilibre. Oui, mais à la maison, c'était elle quand même. Quoi. Mais à la maison, c'est elle qui tenait la maison. Allez, on est avec Olivier Viacatan. On parle femmes, on baisse pas le ton. Parlons femmes, car on parle vrai sur Sud Radio. Vous restez avec nous. On revient tout de suite. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Parlons femmes sur Sud Radio, c'est l'émission qui réinvente le féminisme afin que les hommes et les femmes se rassemblent pour l'égalité des droits. Aujourd'hui, vous êtes avec une femme engagée, la journaliste, essayiste, musicienne aussi, attention, Olivia Catan, qui est fondatrice notamment de l'association Parole de Femmes, de SOS Autisme France, et puis auteur du livre Le sens de nos vies, c'est sorti chez Les Impliqués éditeurs. Alors, il y a un truc qui m'a marqué dans votre livre, sa devise, c'est avancer, ne rien céder, ne rien regretter. C'est une ode à la résilience. Oui, c'est une ode à la résilience. C'est vrai que j'ai traversé beaucoup d'épreuves. La vie m'a donné tout ça et il a fallu que je me relève à chaque fois. Et j'ai réussi à le faire. Et alors, c'est quand même, on l'a dit depuis le départ, alors vous adressez à vos filles que vous avez nommées pour l'occasion Juliette et Cécile. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on sent que vous parlez à toutes les femmes. Oui, parce que évidemment c'est mon histoire, mais c'est l'histoire, c'est une femme universelle, parce que on a toutes traversé des histoires d'amour, des enfances difficiles, des violences. Donc évidemment, je pense que les femmes, d'ailleurs c'est un livre pour les femmes. Ouais. C'est pour leur donner de l'espoir, c'est pour leur montrer que malgré les épreuves, elles peuvent y arriver, elles vont se relever, elles vont y arriver, voilà. Il faut qu'elles osent aussi dire les choses, prendre la parole, s'engager, parce que je trouve que parfois, on parlait des jeunes filles, elles manquent d'engagement, et donc c'est vraiment un livre qui s'adresse quand même beaucoup aux femmes, oui. Alors pourquoi maintenant ? Est-ce que c'est un besoin de transmission ou est-ce que c'est aussi pour réparer ? Parce que ça, on a parlé de la transmission, mais il y a de la réparation. Il y a énormément de réparation. C'est une façon aussi... je parle par exemple de quelque chose qui m'est arrivé, de cette tentative de viol dont j'avais jamais parlé, alors que tout le monde me demandait « Mais pourquoi as-tu créé Parole de Femme ?» J'aurais pu le raconter à ce moment-là et je n'étais pas prête à le faire. Et je l'ai fait et je me sens libre aujourd'hui après ce livre parce que je crois que à la fois je n'étais pas prête à dire les choses, à la fois je me sentais coupable de n'avoir pas porté plainte contre mon
agresseur, même si je me suis défendue avec mes poings. Puis c'était aussi une manière de vous protéger, c'est ça que vous racontez, de protéger votre famille. Bien sûr, quoi. c'était la seule issue. J'étais enceinte de 7 mois et demi, donc j'avais pas vraiment le choix. Donc vous vous êtes fait agresser enceinte de 7 mois et demi. 7 mois et demi, Non, voilà, une tentative de viol. Et donc, je n'ai rien dit pour protéger mon bébé, pour protéger ma famille. Mais j'avais évidemment ce poids qui pèse, parce que je pense que on met beaucoup de temps à se réparer, beaucoup de temps à oser parler, à oser affronter le regard des autres. Et c'est pas parce qu'on est une femme engagée comme je le suis, qui a du tempérament, que ça peut pas nous arriver. On peut parler de Dominique Pellicot 2 secondes. Elle a changé la donne quand même. Hein. Oui, elle a changé la donne. Parce que la honte a changé de camp. Bien sûr. Grâce à elle. Est-ce que vous pensez que ça libère la parole des femmes, justement, d'avoir enfin quelqu'un qui, fièrement devant les caméras, même en étant violée des centaines de fois, vient assumer Je pense que c'est pas si simple. Alors bien sûr, on a besoin de symboles, et c'est un symbole, et je pense oui, bien sûr, elle libère la parole des femmes. Mais je pense que c'est bien plus complexe que ça. Ça dépend de son cas personnel. Ça dépend déjà si on est fort à ce moment-là. Et puis de sa situation, aussi professionnelle, etc. Voilà, parce que parfois, on se fait violer par son patron, par quelqu'un, par un supérieur, donc c'est très difficile aussi d'aller porter plainte derrière. Et puis, la parole des femmes est souvent remise en question, et c'est toujours à la victime d'aller prouver qu'elle a été violée. C'est ça qui est très très compliqué. Il y a un truc à changer là-dedans. Ouais. Alors on change un peu de sujet. Vous avez en fait vous êtes une ode à la résilience, parce que par exemple vous avez été beaucoup embêtée quand vous étiez au collège, et c'est de là que vous avez pris conscience en fait suite à ce harcèlement que être militante c'était une force pour vous, et que défendre les vulnérables ça vous permettait enfin de vous sentir utile, de donner un sens à votre existence. Donc finalement, d'une douleur, vous avez créé un chemin. Et vous avez toujours fait ça finalement, Olivia Caton, c'est ce qu'on remarque. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque douleur, à chaque épreuve, il a fallu que je la transforme en quelque chose de positif, et puis que je la partage aussi avec les autres. Donc quand il m'est arrivé tout ça, la précarité, cette tentative de viol, j'ai fait Parole de femme. Quand j'ai eu un enfant autiste, j'ai fait SOS Autisme. Justement, je crois que c'est ma façon. Et puis je crois que je suis surtout engagée. Voilà, je suis quelqu'un d'engagé, je l'ai toujours été, j'ai toujours défendu plein de causes. Je me suis beaucoup battue pour la cause homosexuelle, pour la cause des transsexuels dans le judaïsme. Donc il y a toujours des choses qui m'animent. J'ai connu Coluche, il m'a aussi initiée à cette militance-là. Donc je crois que ça fait partie de moi, ça fait vraiment partie de mon ADN, l'engagement. Alors pour revenir justement sur Parole de femme, vous l'avez créé en 2005, à l'époque c'était vraiment pour ouvrir la parole en question, pour promouvoir les droits des femmes dans toutes les sphères de la société. Et vous avez lancé des initiatives telles que les maisons citoyennes ou la nuit des femmes pour célébrer les droits des femmes. Est-ce que vous pensez que vous avez contribué à changer la donne ? Parce que c'était juste avant MeToo finalement quand même. Je l'espère. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de changer le quotidien des femmes que je recevais. Parce que je les accompagnais. En fait. Moi, c'était vraiment ce côté-là. On faisait des caddies, par exemple, pour les femmes précaires qu'on allait leur porter. Donc, c'est moi qui allais leur porter aussi. Je participe à tout ça. Donc, c'est ça qui m'intéresse. J'allais évidemment faire des maraudes aussi dans la rue pour aider des femmes qui étaient dans la rue. J'ai fait tout un tas de choses comme ça. Et c'est à ce moment-là où je me sentais utile. Je me sentais pas utile quand, par exemple, j'étais invitée par Nicolas Sarkozy dans les fameuses soirées des droits des femmes. Voilà, parce que vous ne sentiez même pas à votre place, vous aviez un peu honte. Non, j'avais honte parce qu'on était là, toutes les féministes étaient là, en train de boire du champagne, et à côté de ça, il y avait des femmes qui se faisaient tabasser ou qui ne trouvaient pas de foyer. Et donc vous trouvez que ça reste un féminisme de surface, et qu'en fait, il faut rentrer dans l'action concrète beaucoup plus, quoi. Oui, et je crois aussi qu'il ne faut pas mélanger le combat féministe et la politique. Voilà. Et parfois, c'est un peu trop mêlé. Il y a pas mal de politiques. Voilà. Et je trouve qu'il faut s'en détacher, parce que ça nous empêche d'être libres. Et surtout, elle monopolise beaucoup la parole. Ces dames d'extrême gauche, pardon, on peut le dire. Alors, et puis, donc, comme vous le dites, vous avez monté SOS Autisme France parce que votre fils, vous l'avez découvert autisme. Et du coup, vous avez eu quand même pas mal de problèmes pour l'insérer dans la société française. Du coup, vous avez été obligé de partir en Israël parce que c'était le seul endroit, finalement, où on vous proposait les structures nécessaires pour l'accueillir, etc. Est-ce que ça a bougé depuis ? Est-ce qu'il y a des progrès, ou est-ce qu'on est toujours un peu dans une forme de déni en France par rapport à cette Ah non, ça a même empiré, particularité, j'ai envie de dire. Ouais, ça a empiré ? Bien sûr, ça a empiré. Le diagnostic, d'abord, moi, j'arrivais pas à avoir un diagnostic, donc j'ai mis à peu près... ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Il a eu son diagnostic à 5 ans. Après, il y a eu la période quand je suis revenue. Alors d'abord, il n'y avait pas de thérapeute, je n'arrivais pas à trouver de thérapeute. Donc en
Israël, il a été pris en main par par Reuven Feuerstein, qui était un et ça a changé psychologue. parce que ça lui a donné la parole. Il parlait pas avant. Il parlait pas. Il ça. était mutique jusqu'à 5 ans. Grâce à cette méthode, au bout d'une semaine, il a commencé à parler. Incroyable, en une semaine. On est resté qu'un mois. Hein. Et on comment ça se fait qu'il n'existe pas en France, ça? Parce que la Haute Autorité de Santé a toujours refusé de reconnaître cette méthode qui venait d'Israël, et donc c'est un véritable problème. C'est dommage parce que toutes les méthodes apportent quelque chose à ces enfants. Et puis après, une fois qu'on arrive ici, il faut encore se battre pour l'inclusion scolaire. Ouais. J'ai quitté mon travail de journaliste pour devenir son accompagnante à l'école. Et aujourd'hui, je suis retournée à la maternelle. Voilà. Et là, en ce moment, vous êtes retournée à l'université, on peut le dire. Hein. Oui, je le coach. J'essaye de. Alors évidemment, je l'ai pareil. Je l'ai accompagné pour passer son bac. Je l'ai accompagné dans toute sa vie scolaire parce que à chaque fois, c'était la difficulté de trouver une AESH. Quand on veut embaucher une AESH privée, ça coûte à peu près 3 000. Une AESH, c'est une accompagnante. Voilà, une accompagnante qui va être avec l'élève en classe, etc. L'aider à faire ses devoirs, l'aider à reformuler les choses, etc. Et si on veut, alors il n'y a pas d'AESH public, il y en a très très peu. Elles ne sont pas formées, elles ne sont pas au niveau souvent, parce que plus évidemment, dès qu'on arrive au lycée, il faut quand même un certain niveau scolaire. Donc c'est quand même compliqué. Et quand on veut en embaucher une de façon privée, ça coûte à peu près 3 000 € par mois. Et on n'a pas tous les moyens de se payer ça. Voilà. Donc je dis à chaque fois qu'il y a un autisme des riches, un autisme des pauvres, parce que évidemment, quand on a les moyens vraiment d'avoir des thérapeutes capables de prendre en charge votre enfant, c'est pas la même chose. Il évolue pas de la même façon. Donc c'est une perte de chance pour les familles qui n'ont pas les moyens. Voilà. C'est assez terrible. Olivia Catan, vous êtes souvent décrite comme combattante, militante, engagée. C'est vraiment les 3 mots qui vous définissent. Est-ce qu'on oublie parfois, selon vous, la femme derrière ces étiquettes? Est-ce que c'est pas un peu pour ça que vous avez écrit ce bouquin? Oui, moi, il y a des choses qui m'ont agacée. On m'a souvent dit oui, mais vous êtes une passionnariat. Bon, je veux bien, mais en fait, je suis surtout une femme engagée, hypersensible, et j'avais envie de montrer aussi que, au fond, non, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Et vous avez vécu, de quelqu'un de profondément idéaliste, qui essaye de conserver son idéal malgré tout ce que j'ai pu voir dans ma propre vie ou dans la vie de femmes engagées, parce que évidemment, quand on est présidente d'association, on fréquente les élites, on fréquente le milieu du pouvoir, et on est déçu. On a évidemment, quand on a tant d'espérance, on a obligatoirement des désillusions. Et j'ai eu beaucoup de désillusions. Il faut peut-être avoir moins d'espérance. Ouais, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à me soigner. J'ai 57 ans. Je crois que c'est un peu tard. Bon, ne bougez pas alors. Et alors, juste rapidement quand même en musique, en quelques mots, vous avez côtoyé du beau monde. Je rappelle, vous chantez, vous jouez du piano, vous faites des trucs sublimes. D'ailleurs, c'est vos premières passions. Vous nous parlez aussi dans ce bouquin, dans le sens de nos vies, que je rappelle, c'est les impliqués éditeurs. Vous nous racontez aussi Philippe Léotard, qui a beaucoup compté. Vous pouvez nous en dire 2 mots, s'il vous plaît? En fait, moi, j'étais pianiste. J'ai appris le piano à 5 ans. Après, je suis devenue auteur-compositeur et je me suis mise à chanter. Et donc, j'ai rencontré Monsieur Léotard, qui était un homme formidable avec qui je chantais dans des petits bars. À l'époque, il chantait du jazz. Donc, il avait une sacrée voix. Il avait une sacrée voix et donc on chantait ensemble. C'est lui qui m'a encore fait participer à plein de choses. Et c'est là où j'ai revu Coluche, que je connaissais depuis que j'étais petite. Et donc, ça a été une période incroyable. Et là encore, j'étais féministe parce que j'étais quand même auteur-compositeur. J'avais un groupe de 7 garçons que je dirigeais d'une main de fer, dont Mathieu Chédid. Et donc, c'était une sacrée époque. On a fait beaucoup Mathieu de scènes. Chédid, tout jeune, quoi. Tout jeune, ouais, tout jeune. C'était mon guitariste et mon arrangeur. On a fait plein de choses. Et donc, c'était une période de chemin, lui, super chemin. Et c'était très enrichissant. Et puis après, c'est vrai que c'était pas non plus un milieu qui me correspondait. Donc, encore, mon idéalisme s'est encore cogné, comme d'habitude, à la réalité. Les Anglais, c'est dur pour le coup du milieu, effectivement. Voilà, et j'ai décidé de faire autre chose. Allez, un dernier petit mot, si vous aviez un souhait, Olivia Catan. Si j'avais un souhait, c'est mettre fin vraiment à la violence faite aux femmes et faire progresser l'autisme en France. C'est un souhait qu'on partage avec vous. Merci beaucoup d'être venu par chez nous. Merci à vous. Je vous rappelle donc qu'Olivia Catan a sorti un très joli livre que je vous recommande fortement. C'est Le sens de nos vies chez les impliqués éditeurs. Et bien, c'est tout chez tous les bons libraires, évidemment. Et puis nous, on a rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Parlons Femmes. Et puis demain, c'est excellent à 19h, vous le savez. Merci à Jamel qui réalise pour vous aujourd'hui. Bisous, bisous. À plus tard. Merci Olivia. Merci Judith. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.